chers amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de Bénin Politique. Aujourd'hui, nous parlons du maintien des communales malgré la menace de la COVID-19. Il sera également question du recours en invalidation de la candidature de Luc Atropo à Cotonou. Et pour débattre de ces deux sujets, je reçois pour vous Vigile Awansé. Bonsoir Vigile. Bonsoir Chef. Et de l'autre côté, j'ai Josaphat Dabolino. Bonsoir Josaphat. Bonsoir Kouchima. Alors je commence par vous Josaphat. Le maintien des élections communales malgré la menace de la COVID-19, une bonne option selon vous? Une bonne option, ça dépend de l'appréciation des politiciens. Ça dépend aussi de l'appréciation de l'exécutif qui a jugé qu'en fait, que malgré la menace du coronavirus, il faut tenir les élections. Une bonne option, je ne dirais pas, parce que ça expose plus davantage les populations à cette pandémie. Ça expose davantage les électeurs parce que vous savez comment ça se déroule les élections ici au Bénin. Il faut s'entasser, il faut faire des rangs. Est-ce que les mesures seront suffisamment prises pour éviter que les électeurs soient davantage exposés à ce virus? Donc, ce sont des questions. Donc, pour moi, ce n'est pas la meilleure des options en ce qui concerne bien sûr les décisions à prendre à la tête d'un État. Mais de toutes les façons, puisqu'il s'agit aussi d'une élection, puisqu'il s'agit d'une élection pour moi, pour tous les politiciens d'ailleurs, qui est cruciale, parce que vous savez que c'est de cette élection qu'on pourrait désormais avoir les maires qui devront parrainer bien sûr les candidatures pour la présidentielle. Donc c'est un peu plus crucial pour les politiciens et l'exécutif ne pourra pas rater cette occasion. Mais il y a vraiment urgence de le faire maintenant? C'est là la grande question. Alors Vigile, Josaphat pense que maintenir les élections, malgré le contexte de la crise sanitaire, n'est pas forcément une meilleure option. Mais on sait également que des mesures exceptionnelles sont aussi annoncées pour quand même protéger les électeurs. Oui, entre autres mesures, la campagne va être plutôt médiatique, donc on n'ira pas vers les électeurs, il n'y aura pas de porte-à-porte. Mais encore une fois, il faut sortir quand même le jour du scrutin et aller exprimer son vote. Donc on ne fera pas, à moins qu'on le décide, enfin on a encore un mois exactement, à moins qu'on dise que le vote va se faire par visioconférence à distance, je n'en sais rien. Mais forcément, il faut sortir pour aller voter. Et je pense que ça fait craindre, de mon point de vue. Ça fait craindre parce qu'on a vu, pour ne donner que ce seul exemple, la France où les gens sont allés voter il y a un mois également comme ça, dans le même contexte, le contexte donc du coronavirus, avec les conséquences qu'on connaît. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, parmi ceux-là, surtout les fonctionnaires donc des municipalités qui étaient impliqués dans le vote, surtout les agents de vote, ils ont été certains sont déjà morts en nombre à cause de cette maladie, à cause de ce scrutin qui a été maintenu, et ça fait débat en ce moment en France. Il est vrai actuellement, on peut dire que on a cette avance là de prendre des enseignements par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays et ailleurs, n'est-ce pas? Mais sinon, logiquement, on aurait dû reporter ces élections, ce qui n'est pas encore inenvisageable de mon point de vue, parce que tout de suite, vous avez, je ne sais pas si cela vous a échappé, le ministre de la Communication est passé par la suite pour dire « Ah non, la décision n'est pas encore prise. » Pas encore officielle. Voilà, et il est passé après le tollé qu'a suscité donc cette décision-là, émanant de cette instance informelle donc de la conférence des présidents d'institutions, et il rectifie et nuance et dit non, la décision n'est pas encore gouvernementale, on le saura plus tard en concertation, donc quand le gouvernement se serait concerté avec la Sénat, ce qui est juste un jeu de mots parce que et la Sénat et le gouvernement étaient à cette conférence des présidents, donc, et ils ont tous ensemble décidé, n'est-ce pas, du maintien du scrutin au 17 mai prochain. Alors, si on envisageait un report, est-ce que cela n'aurait pas quand même un impact juridique vis-à-vis donc de la Constitution? Impact vis-à-vis de la Constitution, non. Je vous réponds non tout de suite parce que
D'ailleurs, j'ai entendu aussi le ministre le dire, et je crois qu'il s'est planté également là-dessus, quand il dit que c'est pour respecter les délais constitutionnels. Non, inconstitutionnels, non. La Constitution a inscrit les législatives. Oui, les législatives sont du moins, les dates des législatives sont inscrites, n'est-ce pas, dans la Constitution, de même que la présidentielle, mais les communales, non. Et les communales, qui vous souviennent que ça a été déjà reporté 2 fois déjà. Surtout qu'actuellement, les locales sont également... Voilà, les locales ne sont même pas prises en compte pour ces élections-ci. Et donc, ça aurait pu être évité. Mais c'est difficile à manœuvrer, il faut le dire. Josaphat disait tantôt que désormais, le code électoral veut que ces maires-là soient en même temps des grands électeurs, ceux-là qui vont faire la présélection des candidats à la présidentielle. Et donc, tout le problème est là. Si on le fait ainsi, ou si on maintient les choses ainsi, vous comprenez que cette phase qui n'est qu'une phase finale d'un processus qui a commencé depuis un certain temps, à savoir repartir déjà au dialogue politique. Le dialogue politique à l'époque était donc le départ d'un processus après les législatives et le couronnement, n'est-ce pas, devait être ces communales-là. Et ce n'est pas pour rien que, comme Banzé Marais, FCBE, n'est-ce pas, participe à ce scrutin. Comme Banzé Marais, où ils ont régulièrement déposé leur dossier et validé. Non, je ne vais plus vous instruire par rapport aux divisions qu'il y a et qu'il y a au sein du parti. Et ces divisions-là qui ont conduit les derniers jours à la démission donc, du président d'honneur. Donc, c'est pourquoi je parle de Banzé Marais. FCBE est là et FCBE, il sera pour, n'est-ce pas, montrer à l'opinion nationale, mais surtout internationale, que oui, le processus a été parachevé, le processus de pacification. L'opposition a enfin pris part, n'est-ce pas, à ce scrutin. Il a, elle aussi, ses grands électeurs et on peut maintenant aller à la présidentielle. Or, reporter aujourd'hui, c'est pour faire quoi? La possibilité qui s'offrirait encore, c'est peut-être de cumuler avec la présidentielle. Alors, on n'aurait pas eu, n'est-ce pas, les grands électeurs, l'opposition n'aurait pas eu la possibilité d'aller à la quête de ces grands électeurs, étant donné que les seuls grands électeurs qu'on connaît aujourd'hui qui restent, ce sont les députés, les 83, ils appartiennent tous au même bord que tout le monde connaît, donc ça ne ferait pas le jeu. Alors, Josaphat, il y a des mesures exceptionnelles. Par exemple, Fiji l'a rappelé tout à l'heure, la campagne électorale sera exclusivement médiatique, c'est-à-dire que les partis politiques ou les candidats seront beaucoup plus sur les médias pour passer leur message de propagande. Il y aura plus également le fameux porte-à-porte qu'on connaît très souvent. Alors, quand on réunit donc toutes ces mesures exceptionnelles, enfin, si les élections parviennent donc à être organisées à la date donc du 17 mai et qu'on demande donc aux candidats de ne plus mener donc ces activités que nous connaissons habituellement, quelle image pourrait donc avoir ces élections-là? Non, mais l'image, de toutes les façons, il y a déjà l'ordre qui ne sera plus le même parce que ça va changer. Ça change d'ailleurs la configuration. Ça change d'ailleurs la méthode dans la tenue des scrutins au Bénin. D'abord, le peuple béninois n'est pas trop habitué à une campagne médiatique. C'est vrai qu'entre-temps, il y a quand même des tribunes qui s'offraient à ces candidats-là pour se prononcer. Mais aller faire une campagne exclusivement sur les médias pour convaincre les électeurs, ma grand-mère qui est peut-être à Tchoumi ou mon grand-père qui se retrouve dans un village un peu plus éloigné, où il n'y a même pas la connexion, il n'y a même pas un poste télévisé, il sera difficile de convaincre ces gens-là. Donc, qu'on le veuille ou non, des gens feront peut-être pas de porte à porte, mais de bouche à oreille, parce que ça va se faire. On est dans un village, vous savez le fonctionnement dans les villages, par exemple. Donc, ça va se faire. Comment on va prendre les mesures? Comment on va surveiller les candidats pour que ça n'arrive pas? Ça, c'est la grande interrogation également à mon niveau. Mais comme je le disais, qu'est-ce qui urge? Pourquoi maintenir? En tout cas, même si Vigile nuançait tout à l'heure pour dire que l'option de report n'est pas toujours écartée. Moi, je me dis qu'on se retrouve pratiquement sur la même ligne que le Mali, qui, sous le pseudo du
du dialogue politique qui a eu lieu et que ça fait partie des recommandations de ce dialogue, il fallait organiser nécessairement ces élections. On est dans le même chemin. Peut-être qu'on ne l'a pas dit au Bénin officiellement, mais puisque nous sommes sortis d'un dialogue national politique, on se dit l'opposition a participé, l'opposition qui a été écartée du scrutin législatif, qui logiquement doit participer à une élection pour valider le scrutin. On dit, maintenant, si nous maintenons ça, nous avons la chance aujourd'hui de redorer le blason, de montrer une nouvelle image du Bénin, l'image qu'on connaît à ce Bénin, l'image où la démocratie rayait, où tout le monde avait son droit de participer à un scrutin dans le pays. Je crois qu'en fait, que les mesures qui sont prises, d'accord, la campagne médiatique, mais au-delà de tout, ça reste encore. Vigile l'a souligné tout à l'heure, il faut sortir le jour-là. Il faut sortir aller au niveau des postes de... Le Sénat a annoncé la mise à disposition des agents électoraux, des gels hydroalcooliques, des masques et autres pour quand même la protection des électeurs. Ce sont des mesures annoncées. Et dans ce qui est annoncé dans la pratique, vous savez qu'il y a un grand fossé. Aujourd'hui, est-ce que les agents seront suffisamment protégés pour véritablement ne pas être contaminé et contaminer quelqu'un d'autre? Est-ce même les urnes seront désinfectées comme cela se devait et que les isoloirs également, même chose, et que quelqu'un qui prend son cachet pour aller estampiller un bulletin, quand il revient, il faut désinfecter encore le cachet qu'il a déjà pris. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit tenir compte. On doit tenir compte de ces paramètres, mais organiser du moins le scrutin dans des conditions pareilles, je crois que c'est un pari risqué qui n'est d'ailleurs pas impossible, mais c'est très risqué et ça expose davantage. Et comme l'ont dit certains politiciens, c'est que si vraiment on tenait ces élections, ce qui veut dire qu'en fait qu'il y a le gouvernement qui prend des décisions qui malheureusement ne sécurisent pas le peuple, parce que là ça ne sécurise pas les citoyens béninois ni l'électeur le jour-là, parce que quand il va quitter là, il va entrer dans une famille, donc le Béninois en général n'est pas sécurisé avec cette mesure. Alors Vigile, officiellement à la date donc de ce jour, le Bénin compte 35 cas, 18 cas guéris, 16 sous traitement et un décès. Est-ce que ce bilan ne favorise pas un peu l'idée de maintien des élections, parce qu'on peut dire que bon, ce n'est pas encore aussi grave qu'on le pense, surtout qu'on a que 3 cas en communauté qui sont d'ailleurs contaminés par des cas importés. Je vous rappelle que la décision a été prise bien avant donc ces derniers chiffres que vous avancez. La décision est antérieure donc à ces derniers chiffres-là. Ce n'est pas encore une décision, c'est une idée qui est agitée pour le moment. Alors, comme vous voudrez. Ce qui est sûr, la conférence des présidents d'institutions a dit que les élections sont maintenues à cette date et le ministre, qui n'est pas une institution, je rappelle, le ministre est venu nuancer pour dire que ce n'est pas encore une décision du gouvernement. Donc, pour moi, la décision, elle est là. C'est vrai que le ministre sous-entend qu'on peut revenir sur cette décision les jours à venir. Donc, on attend pour l'instant. On s'en tient à ce qu'il nous a dit. Ça peut être organisé, ça peut ne pas être organisé. Mais pour l'instant, la Sénat déroule normalement son calendrier et on nous dit, n'est-ce pas, que le scrutin aura lieu le 17 et que la campagne va commencer à partir du 1er mai et qu'elle sera essentiellement médiatique. Donc, si on s'en tient à ces éléments-là, le scrutin jusqu'à nouvel ordre aura lieu le 17 mai. Donc, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça va être difficile pour 2 raisons. Déjà, la campagne n'aura pas de campagne médiatique, ce qui est carrément un non-sens pour moi, parce que ces élections, les élections communales, sont des élections de proximité. Donc, qu'est-ce que vous appelez médias à faire? Quelle campagne par médias pour atteindre qui? Ce sont des élections de proximité. Si les gens ne peuvent pas aller autour d'eux, n'est-ce pas, se vendre, en fait, de la propagande politique, je ne vois pas comment ça puisse marcher véritablement. C'est difficile. Et donc, s'il n'y a pas ce genre de mouvement-là, si, comme je dis, les candidats ne vont pas se vendre, ça fait déjà des raisons pour que les gens ne sortent pas, n'aillent pas voter, n'est-ce pas? Ajoutez à cela la peur, n'est-ce pas, du Covid. Vous dites souvent la Covid, je ne sais pas ce qui est juste, n'est-ce pas? La peur de ce coronavirus fera que certains d'office, ils n'ont même pas, vous avez beau venir chez eux faire la campagne durant un mois, ils ne bougeront pas. Et puis,
la tendance que ça prend dans l'opinion, c'est que contre vents et marées, même contre ce dangereux mal, cette pandémie qui ne pardonne pas, n'est-ce pas? Les politiques se foutent des populations. Il y a ça, vous entendez ça dans l'opinion. Et donc, ça également, ça fera que des gens ne sortiront pas. Les gens ne sortiront pas. Et au finish, le taux de participation va être l'enjeu. Et ce taux de participation, pour moi, cela risque bien de concurrencer, n'est-ce pas, celui des législatives. Voilà. Est-ce qu'on peut craindre un faible taux de participation, même si le contexte n'est pas le même par rapport aux législatives passées? Non, mais ça c'est évident, là, ça c'est clair. Moi, je veux être beaucoup plus affirmatif sur cette question. C'est évident, il y a un faible taux de participation, ça c'est clair. D'abord, parce à la peur du coronavirus, et des deux, parce que déjà, le contexte dans lequel les élections vont se tenir fera en sorte que des gens se disent mais pourquoi aller voter, sachant en fait qui sont ceux-là qui sont en lice, qui sont les candidats qui sont en lice, Vous savez qu'en fait que chaque parti politique a produit près de 3600 dossiers pour chaque parti, et nous avons 5 officiellement reconnus et avec la carte blanche pour aller à cette compétition électorale. Mais on va faire la campagne médiatique jusqu'à quel niveau? Combien de personnes, combien de candidats pourront passer sur les chaînes de télévision ou dans les médias pour dire me voici, moi je suis dans telle zone, telle zone. Ce sera vraiment compliqué. Vous savez, quand on dit ça va se faire même médiatiquement, quelles sont les mesures prises par l'exécutif, par les autorités, les forces de l'ordre pour véritablement empêcher des gens de se retrouver, qu'on dise porte à porte ou pas. Parce que déjà dans l'opinion publique, si vous êtes déjà sur le terrain, vous avez dû constater qu'il y a déjà des gens qui envahissent déjà le terrain. Il y a des gens déjà qui sont déjà en contact avec des gens qui rassemblent plus de 10 personnes dans le pays, alors qu'en fait nous avons un arrêté ou un décret qui dit qu'on ne doit pas dépasser 10 personnes pour le rassemblement. Il y a des gens qui le font. Sous le pseudo de lutte contre la pandémie de coronavirus, qui se retrouvent avec la distribution des masques et autres là, qui rassemblent un monde fou pour dire c'est parce que nous luttons contre nous mettons la campagne, alors qu'en fait ils sont aussi des candidats. Donc qu'on le veuille ou non, soit ils vont profiter de coronavirus pour se rapprocher de la population, pour dire je mène des actions, je fais parler mon cœur, comme c'est même le langage depuis un certain temps. Et là, j'accompagne le gouvernement dans la lutte contre la pandémie, et en faisant ça, on piétine les lois, on piétine les textes de la République qui disent qu'en fait, qu'on ne doit pas se rassembler, et là, on profite pour passer le message. Donc, ce sera compliqué. Quelles sont donc les mesures? C'est la grande question également. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour dire, si vous êtes candidat et que vous retrouvez, vous enfreignez à la loi, vous êtes passible de telle peine, il n'y en a pas. Donc, les gens sont libres d'aller voir leurs parents. Vous êtes candidat dans une localité. On ne peut pas vous empêcher d'aller voir votre famille. Retrouver la famille, retrouver les amis d'antan, c'est toujours possible. Donc, ce serait compliqué, cette campagne médiatique. Bon, la solution, c'est de dire, nous repoussons. On va pas quand même dire, mais c'est pas en repoussant que d'office, la Sénat va reprendre le processus. Tout est déjà là. Ça dit, on stoppe à un niveau donné. Quand on sera prêt, quand on va vaincre le coronavirus, comme le président l'a dit, là, on reprend le processus. La situation peut se compliquer après. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on peut. Donc, ce qui veut dire que vous sous-entendez que les gens iront voter, et quand la situation va se compliquer, là, ceux-là qui seront élus vont pouvoir diriger les cadavres. C'est ça, vous dites? Non, mais rien ne prouve en ce moment que, bon, je l'ai rappelé, les chiffres en ce moment montrent que la situation n'est pas encore très compliquée à l'intérieur du pays. Encore que moi, je suis vraiment très dubitatif sur les statistiques qu'on nous annonce ici sur Bénin. Vous savez, tout comme moi, que le Béninois n'a pas encore cette culture d'aller à l'hôpital pour se faire dépister. Même si vous avez simple fièvre, il est compliqué pour un Béninois, bien avant le coronavirus, d'aller à un hôpital pour dire j'ai la fièvre, j'ai la toux, consultez-moi chez un médecin. Donc c'est déjà compliqué. Aujourd'hui que la peur déjà là, tout le monde se dit moi je vais aller à un hôpital pour me faire examiner, alors qu'en fait que il y a le risque de contamination encore dans ces lieux. Il est difficile pour un Béninois d'aller se dépister. Donc les chiffres, selon les chiffres officiels, mais je suis convaincu qu'il y a des malades ambulants, il y a des gens qui sont positifs, qui sont ambulants,
qui déambulent dans les rues de Cotonou et d'ailleurs. Donc, moi, je porte vraiment de gants sur ces statistiques, donc il faut faire beaucoup attention. Alors, Vigile, les partis politiques ont également rencontré le président de la Sénat. Est-ce qu'ils n'ont pas vu tous les aspects que vous soulevez là tout à l'heure? Parce que si ils ont quand même accepté que les choses se passent ainsi, ça veut dire que bon, ils ont l'assurance et c'est à eux donc d'essayer d'expliquer à leurs électeurs que bon, il n'y a pas péril en la demeure. Si les institutions ont la caution des partis politiques, vous ne pensez pas que le jeu est déjà fait? Non, les partis politiques, ils n'ont pas la décision. Les partis vont faire quoi? Ils participent ou n'y participent pas. C'est pas compliqué comme schéma. Mais je dis encore une fois, je crois que pour le gouvernement ici, l'important c'est d'organiser les élections comme ce serait l'important de participer, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques, comme dirait l'autre. Et donc, faire l'option de la campagne médiatique, je reviens là-dessus, je ne vois pas vraiment comment ça peut se faire. Je vous donne un exemple. La commune de Tiaourou, la plus vaste commune du Bénin, comment ça va se faire? Moi, je ne connais pas de radio à Tiaourou, par exemple. Je ne connais pas de radio à Tiaourou. Et quels sont ces candidats-là? Comment ça va s'organiser pour aller sur quelle station? Je ne sais pas si l'Internet couvre cette zone-là et si les populations de cette région, ils donnent que cet exemple-là, sont habitués, n'est-ce pas, à l'Internet. Est-ce que la campagne médiatique, c'est juste pour les grandes villes, Cotonou, Porto-Novo, Parakou? Est-ce que c'est seulement cela? Moi, je trouve encore une fois que si la date est maintenue, bon, les élections vont se dérouler comme cela, qu'importe le taux de participation, qu'importe que les Béninois se soient exprimés, n'est-ce pas? Oui, le processus, comme je le disais tantôt, est allé à la fin. On a pu, n'est-ce pas, organiser les élections. Les FCBE ont aussi de maires. L'essentiel est fait. Et donc, le monde entier a vu que, oui, le Bénin est entré dans une phase de paix. Je crois que c'est beaucoup plus cela qui est la visée. C'est, disons, contre la santé des Béninois. Si on devait, n'est-ce pas, donner une priorité à une option, ça aurait dû être l'option, n'est-ce pas, de garder les Béninois vivants. Mais bon, c'est l'option. Mais rien ne prouve que quand les élections seront organisées, enfin, la crise sanitaire va embraser le pays. Je vous ai donné tantôt l'exemple de la France. C'est vrai qu'on a l'avantage, il faut à la vérité reconnaître, on a l'avantage d'avoir vu l'expérience française. Eux, par exemple, ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas encore de protection, de masque comme ça, comme c'est généralisé ici. Les matériels de lavage de mains, c'était pas aussi populaire. Ceux dont on parle, c'est il et moi. Ça va vite. Hein. Voilà, donc c'était pas encore ça. Donc ils se sont facilement transmis le mal. Avec ces précautions, je suis d'accord que ça va ralentir, mais juste ralentir la propagation du virus. Parce que, retrouvons-nous dans un bureau de vote. Qu'est-ce qu'on va faire? Le cachet que l'autre utilise, qu'il a pris avec sa main, on fait quoi? On a le ministre de la Communication a dit que voilà, l'homme sera alcoolisé pour... Est-ce que c'est à 100% fiable? Est-ce que les gens vont observer cela dans les normes pour éviter ce vilain virus? J'en doute. Donc, forcément, si le virus devait se promener dans les bureaux de vote ce jour-là, quelques malchanceux vont en ramasser quand même, n'est-ce pas? Même pour la République, n'est-ce pas? Ils sont combien? C'est peut-être le calcul qui est fait et la décision vite prise, malheureusement. Alors, on pourrait même aussi prendre l'exemple sur le Mali, parce que le Mali, le week-end prochain, désormais, d'ailleurs, devrait tenir son scrutin législatif et on va voir comment ça va s'organiser. Peut-être que la situation est plus grave. Oui, voilà. Ils estiment qu'en fait, que oui, même malgré la situation, nous pourrons aller à un scrutin législatif. Donc, on va voir les mesures prises, les précautions. Est-ce qu'à la fin, parce que pour nous, ça reste encore un mois, est-ce qu'à la fin, il y a l'augmentation du nombre? Est-ce que suffisamment les gens ont été sécurisés et que l'électeur a eu la sécurité nécessaire pour aller exprimer son droit civique? Donc, ça
reste à analyser. Mais de toutes les façons, c'est bien risqué si on arrive à maintenir la date des élections. Vous avez dit quelque chose d'essentiel tantôt, j'étais d'accord avec vous. Les chiffres, il faut les prendre avec pincette. Il faut les prendre avec une pincette. Et si vous attendez les chiffres, vous aurez de jolis chiffres. Vous aurez de jolis chiffres après le scrutin. Ça, moi, je dis encore une fois, c'est... Officiellement, bien sûr. Oui, officiellement, c'est là, il faut être encore plus dubitatif quand vous dites que vous attendez les chiffres. Une dernière question d'ailleurs sur ce sujet. Est-ce que la gestion faite de la crise par le gouvernement n'est pas suffisamment rassurante pour quand même aller aux élections paisiblement sans encourir quand même le risque que le taux d'infection ne soit élevé, Josaphat? Non, mais le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Moi, je les félicite d'ailleurs, je félicite le ministre de la Santé, je félicite tout le gouvernement d'ailleurs qui se bat pour véritablement mettre à l'abri les Béninois. Encore que, je le dis, je le répète, ces mesures ne sécurisent vraiment pas le peuple en tout cas. Mais ils font ce qu'ils peuvent faire pour véritablement montrer que nous luttons contre la pandémie. Non, pour moi, ces mesures ne garantissent malheureusement pas la tenue de ce scrutin. Non, il sera vraiment trop risqué. Et comme Vigile le signifiait encore tout à l'heure, les chiffres, ça demeure toujours les chiffres. Même en Chine, même dans des grandes nations, on a vu comment les gens ont pu manipuler les chiffres et c'est même pas le Bénin qui fait. Non, c'est pas seulement manipuler. Si je peux être malade et ne pas aller, donc... on n'a pas encore la culture encore au Bénin d'aller dans un centre de santé pour se faire dépister si vous avez même des palus. Donc, c'est compliqué dans ce contexte de peur, de psychose généralisée. Dire, OK, j'ai la toux, hier, aujourd'hui, je me lève, je vais voir mon médecin alors qu'en fait, que le Béninois... comme les Béninois disposaient de médecins. Donc, c'est vraiment compliqué cette affaire. Alors, Vigile, avec toutes les mesures que le gouvernement a annoncées, vous continuez toujours à penser que ces élections, qu'il faut d'abord les ranger? Non, mais quelles mesures? Moi, je peux même dire, sans risque d'être sévère, que certaines de ces mesures-là nous ont même compliqué, ont multiplié cette maladie. Je vais vous donner un exemple, juste un exemple. Pourquoi faire l'option de 1000 chambres d'hôtel, par exemple, et on dit, les avions, venez, et on confine les gens alors que dans les autres pays, même les États-Unis, ils ont fait l'option de fermer les aéroports. Mais nous, on ouvre l'aéroport, on dit, venez, on a réservé 1000 chambres pour vous. Mais il y a des nationaux qui doivent rentrer aussi. Mais oui, il y a des nationaux partout. Même les États-Unis ont fermé. Il n'a pas des nationaux, comment on appelle, américains ailleurs. Vous pensez? Ça, on n'a pas, vous avez pu faire venir tous les Béninois aujourd'hui? Non, il faut faire une option. Et ça, les autres pays l'ont compris et l'ont fait. Par exemple, donc, la preuve, quand le ministre de la Santé fait son point à chaque fois, jusqu'à un certain temps, il vous disait que c'est parmi ceux-là qui sont confinés dans les hôtels, c'est parmi eux qu'il y a les malades. Que la majorité, c'était eux. Il n'y a que 3 Béninois, officiellement, en tout cas juste là, qui ont eu le Covid. Tout le reste, c'est ceux qui ont été importés. Et donc, ça, c'est la seule mesure qui trouve grâce à mes yeux, c'est le port obligatoire de masques. À part ça, je ne vois pas. On a dit, fermez vite les écoles. Le gouvernement n'a pas fermé les écoles. Le gouvernement a tiraillé avec l'enseignement catholique pour finalement aller quand même là. Eh bien, non, moi, je ne crois pas. Je envoyer des félicitations, ça c'est de son ressort. Et moi, je ne vois pas vraiment ce qui mérite de félicitations. Fermer les frontières, on n'a pas fermé les frontières. Le Togo a fermé, le Burkina a fermé, le Niger a fermé, le Nigeria avait déjà fermé. Et finalement, sans fermer, on est quand même fermé. Alors, deuxième sujet dans cette émission, la candidature de Luc Atropo qui continue quand même à faire polémique à Cotonou. Ce matin, on a vu ce recours qui demande à la Cour suprême d'invalider la candidature de l'actuel maire de Boycon, il faut le rappeler, parce que son attestation de résidence serait établie sur donc de la tricherie. Josaphat, on sait que ce recours pourrait donc porter des frais. Je n'ai pas les éléments nécessaires pour apprécier si l'attestation de résidence est établie sur de la triche. L'auteur du recours évoque le fait que le maire soit résident à Boycon, mais en même temps qu'il puisse quand même obtenir une attestation de résidence. C'est à croire qu'il se dédouble. Non, mais c'est un peu... Non, mais c'est le...
C'est l'effort des politiciens béninois, en fait. Là, c'est un peu flagrant parce qu'il s'est présenté dans une localité où il est censé ne pas résider en permanence. Donc, il faut remonter la chaîne. Moi, j'ai eu dire qu'en fait, qu'il a eu une résidence en tout cas en bonne et due forme dans la zone en question. Donc, c'est pour ça qu'il dit je n'ai pas les éléments pour apprécier si c'est vraiment de la triche à son certificat de résidence ou son attestation de résidence. Mais logiquement, il est maire de Boïcon. Et Boïcon, c'est à environ à près de 250 km de Cotonou. 120 km. 120 km. 120 km de Cotonou. Donc, c'est une ville qui est bien loin de Cotonou. Donc, si vous êtes la première autorité d'une commune, logiquement, c'est que vous êtes appelé à résider dans la commune, à rester dans cette... Tout comme si nous avons un président de la République aujourd'hui qui siège à Abuja ou qui a sa maison quelque part hors du Bénin. Non, c'est inadmissible. Mais ça dépend aussi, puisque nous parlons du Bénin, puisque lui aussi, certainement, il y a eu des promesses politiques. On se dit, oui, nous avons Cotonou. Cotonou a besoin d'un mec comme vous. Cotonou a besoin d'un jeune dynamique anti-griffe. Encore que le dynamisme, moi, je le mets anti-griffe. Donc, il fallait faire tout pour qu'il se présente au niveau de la commune pour prétendre être maire de la commune. Mais je crois qu'en fait, que la Cour pourrait se prononcer puisque la Cour dispose bien sûr des éléments nécessaires pour apprécier, mais avoir le contexte, j'allais dire avoir le contexte actuel, avoir comment le pays fonctionne depuis un certain temps. Moi, je doute fort que ce recours ait une suite favorable. Alors, Vigile, parti comme une rumeur, la candidature de Lucas Tropo s'est finalement confirmée à Cotonou, mais alors, quel peut être donc l'enjeu de cette candidature? Parce que apparemment, c'est comme vous le dites, c'est contre vents et marées. Non, c'est clair que Lucas Tropo est candidat et il sera candidat, il va rester dans le jeu jusqu'au bout. Je réponds ainsi à Josaphat pour dire que la Cour ne déboutera pas, enfin va débouter ce jeune qui a écrit donc... Pourquoi vous en êtes si sûr? Parce que... Non, mais moi, pour la petite histoire, moi j'étais à la Cour suprême, particulièrement à l'audience donc de Moël Bénin où j'ai assisté au débat. Tout le débat était tel que personne ne pouvait douter que Moël Bénin ne gagne. Mais au finish, le juge a dit revenez dans 24 heures, je vais dire le verdict. Et le verdict, vous le connaissez désormais. Et donc, moi, la Cour a ses raisons que nous on ignore. Et si on a suivi toutes ces raisons-là, juste là, je peux dire, si la Cour reste logique à elle-même, Lucas Tropo continuera son chemin simplement. Et son chemin pour ce qu'on sait, ce qu'on entend des rumeurs, Lucas Tropo veut juste, n'est-ce pas, utiliser Cotonou comme un tremplin pour bien d'autres ambitions plus grandes. Suivez mon regard. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai reçu Vigile Aouanseh et Josaphat Dabolino. Nous avons parlé du maintien des communales de 2020 malgré la COVID-19. Nous avons également évoqué la candidature de Lucas Tropo à Cotonou, une candidature très contestée. Merci d'avoir été là et à la prochaine.